Marion Maréchal-Le Pen est notre invitée ce dimanche. Bonjour, bienvenue. Merci. Nicolas Dupont-Aignan a signé un accord de gouvernement avec Marine Le Pen en vue du second tour de l'élection présidentielle. C'est un accord qui était en germe depuis un moment, où tout s'est décidé là dans l'entre-deux tours. Il y avait des discussions, il y avait quand même des liens, mais je dois dire qu'au regard de leurs témoignages respectifs, il semblerait que cet accord ait accouché de manière très évidente et très facile. Voilà, parce que la réalité, c'est qu'entre Nicolas Dupont-Aignan et nous-mêmes, il y a quand même une cohérence et des grandes lignes directrices qui sont totalement convergentes, à la fois sur l'identité et à la fois sur la souveraineté. Donc ça a été assez facile de s'entendre. Est-ce que ce n'est pas étonnant de voir le Front National signer un accord politique avec un parti, vous, qui dénoncez ce système, ces accords d'appareil? Je ne crois pas du tout, parce qu'on doit passer de 21% à 51%. Donc il est évident que depuis longtemps, nous avons conscience qu'il faut rassembler au-delà de notre mouvement et notre base électorale. Ça fait longtemps d'ailleurs que nous tendons des mains à la fois à Nicolas Dupont-Aignan, mais à des gens comme Philippe de Villiers ou à des gens comme certains républicains que nous considérons comme compatibles avec nous. Donc il est logique, à partir de là, que nous allions dans le sens de cette majorité présidentielle. Nous, d'ailleurs, à aucun moment on ne se dédie, simplement on précise, on ajoute des choses, on peaufine. Et à partir de là, on envoie aussi un signal, j'en suis convaincue, à tous les électeurs, notamment déçus de François Fillon, en leur disant, vous voyez, avec nous, vous aurez aussi droit de citer, vous aurez aussi le droit d'être entendu et de participer à cette majorité présidentielle. Il n'y a pas un contresens dans le message tout de même, Marion Maréchal-Le Pen? Je vous ai entendu, vous, mais aussi d'autres représentants du Front National, dénoncer les magouilles, pour reprendre vos mots, d'appareils politiques, entre la droite, la gauche, parfois à droite. Où y a-t-il des magouilles? C'est un accord avec un parti politique que vous voulez signer. Il y a des magouilles lorsqu'il y a des arrangements parfaitement antinomiques et antagonistes dans le but exclusif d'obtenir le pouvoir. Lorsque les élus républicains qui n'ont eu de cesse de combattre Emmanuel Macron se précipitent dans ses jupons à 20h02, oui, là j'appelle ça une magouille en effet, surtout quand ils annoncent derrière qu'ils vont combattre à l'Assemblée celui qu'ils ont fait élire. Là je trouve ça parfaitement incohérent. Quand vous avez une grande famille souverainiste qui s'accorde sur l'essentiel, qui part diviser au premier tour et qui divise ainsi les voix et qu'à l'issue, ils se rassemblent autour de points fondamentaux face à la menace d'un Hollande bis. Je trouve que c'est plutôt au contraire courageux et cohérent. Il y a quelques instants sur ce plateau, il y avait Xavier Bertrand à votre place. Voilà ce qu'il dit au sujet de Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur Dupont-Aignan dit à Madame Le Pen, j'ai pas fait 5%, comme ça si vous pouvez éponger mes dettes de la présidentielle, et puis si je peux avoir des places pour les législatives. Lui qui se disait gaulliste, vous vous rappelez de ce que disait le général de Gaulle, ceux qui font leur petite soupe sur leur petit feu, elle est où la France dans tout ça? Quand on voulait se proclamer comme le général de Gaulle et qu'on finit comme Pierre Laval, c'est ça le destin de Monsieur Dupont-Aignan? Quelle est votre réaction? Quelle honte. Je veux dire, il n'y a pas d'accord financier entre le parti de Nicolas Dupont-Aignan et nous-mêmes. Et je veux dire, recevoir des leçons, de probité de la part de Xavier Bertrand, qui avait déjà lui-même trahi ses électeurs en s'alliant à la gauche pour se faire élire à tout prix à la région, qui aujourd'hui soutient corps et âme Monsieur Macron, qui était pourtant censé être dans la défense d'une vision française antinomique à celle de François Fillon. Lui qui n'a eu de cesse, je constate, qu'il met plus de cœur et d'ardeur à défendre M. Macron qu'il ne l'a fait à défendre son propre candidat au sein de ces élections. Je veux dire, les leçons de morale et les leçons d'histoire de ce type de personnage, je suis convaincue, sont davantage des arguments en notre faveur que l'inverse. Donc, vous nous le dites, il n'y a pas d'accord financier du tout entre vous et Nicolas Dupont-Aignan. On va rappeler la règle pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas, c'est qu'à 5% de suffrage, l'État rembourse les frais de campagne. Nicolas Dupont-Aignan en fait 4,6. Il y a un accord politique, voilà, tout simplement. Et Marine Le Pen a annoncé que Nicolas Dupont-Aignan, en cas de victoire, serait son Premier ministre. Alors justement, l'accord politique, il y a des choses à l'intérieur de cet accord. Il y a une conférence de presse commune d'ailleurs entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Il y a plusieurs évolutions, notamment sur la direction à donner sur la monnaie unique et sur l'euro. On sent peut-être un peu moins d'empressement dans cet accord que Marine Le Pen aurait pu le suggérer précédemment, laissant transparaître que pour les entreprises, l'euro sera la monnaie qui va permettre de commercer avec les voisins. Alors, il y a des précisions en effet qui ont été amenées parce que Marine Le Pen a entendu l'inquiétude majeure des Français sur ce sujet. Enfin, je veux dire, on est des responsables politiques, on est là aussi pour entendre la voix du peuple. Et donc, elle leur dit, en fait, que demain, une fois arrivés aux affaires, après les élections allemandes et italiennes, dont on espère qu'elles feront émerger une force alliée au sein du gouvernement, nous pourrons demain amorcer des négociations, c'est-à-dire prendre le leadership en fait de la refondation d'une autre Europe, qu'à partir de là, à l'issue de ces négociations qui auront vocation à assurer la primauté de notre droit sur le droit européen, à retrouver notre souveraineté territoriale et à mettre en place une monnaie euro commune avec en parallèle une monnaie nationale pour les échanges nationaux, nous reviendrons devant les Français
par référendum, leur disant voilà ce que nous avons obtenu. Soit vous êtes convaincus par ce statut dérogatoire, ça vous convient, les intérêts français pour vous sont défendus. Soit vous souhaitez aller plus loin et sortir totalement de l'Union européenne sur le modèle du Brexit. Mais rien ne se fera sans le vote de l'ensemble des Français, quel que soit leur parti, à l'issue de ce référendum. Vous la considérez comment, cette concession? Elle est mineure, selon vous? C'est une concession importante que fait Marine Le Pen? Je ne crois pas que ce soit une concession, parce que d'ailleurs c'est la position qu'elle défend durant cette campagne depuis maintenant des semaines et des mois, et elle tient compte de la nécessité de rassembler les Français au-delà des clivages strictement partisans, parce que c'est un sujet fondamental, objectivement, pour notre avenir. Et donc on ne peut pas faire l'économie d'un vrai débat national au-delà de l'élection présidentielle. Après, je pense que c'est une nécessité de rappeler aussi, et ça a été dit dans cette conférence de presse, qu'il y a beaucoup de réformes économiques que nous pourrons mener durant ce laps de temps, qui ne relèvent pas de la question monétaire et auxquelles nous allons nous atteler, comme sur les questions migratoires, comme sur les questions de sécurité, bien sûr. Vous y reviendrez avec Edwige Chevrillon tout à l'heure pour les questions d'éco, avec notre partenaire BFM Business. J'ai entendu Marine Le Pen mardi dire « je suis pro-européenne ». Je suis européenne. Oui, et je suis pro-européenne. C'est une formulation qui est neuve dans sa bouche, Maréchal Le Pen. Est-ce qu'on n'est pas dans, j'arrondis les angles, pour essayer justement de gagner des voix? Peut-être, on sait que ce point précis du programme de Marine Le Pen inquiète des électeurs. Je crois qu'il a été nécessaire de convaincre les Français que l'Union européenne, ça n'était pas l'Europe. Il semblerait qu'il y ait eu une confusion là-dessus. Donc c'est vrai que nous sommes attelés à préciser notre pensée. Je rappelle que l'Europe, c'est notre continent, c'est notre civilisation. Donc ce n'est pas parce que l'Union européenne disparaît ou se réforme que l'Europe disparaît. De la même manière que ce n'est pas parce qu'on supprime les régions administratives que l'on supprime par là même nos cultures régionales et nos identités régionales. Et donc c'est vrai qu'elle a voulu rappeler par cela qu'il n'était pas question de s'enfermer, de s'isoler dans cette nouvelle Europe. C'était nécessaire politiquement de faire la précision. Je crois que c'était très important de rappeler aux Français que notre vision à nous de l'Europe, c'est évidemment une Europe de la coopération, c'est évidemment une Europe dans laquelle il y aura des traités commerciaux que nous négocierons au niveau national, pays par pays, et que c'est évidemment une Europe de la paix, qui n'est pas une Europe de l'isolement, mais que ce n'est pas une Europe qui est celle de l'Union européenne aujourd'hui, avec tous les travers qu'elle comporte sur le plan économique et migratoire. Il y a deux autres évolutions, alors il y en a plusieurs, mais il y a deux autres évolutions avec cet accord de gouvernement signé donc entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Une évolution notamment concernant les frais de scolarité pour les enfants étrangers. Marine Le Pen voulait une période de carence dans cet accord. Cette période disparaît. En revanche, le statut des enfants ne change pas. Ils pourront être expulsés même s'ils sont scolarisés. Oui, alors la précision n'est pas tout à fait celle-ci. C'est qu'en fait, en réalité, il y avait eu un débat sur la question de savoir s'il était naturel que les étrangers en situation légale en France aient immédiatement la scolarité gratuite pour leurs enfants, alors même, par exemple, que les enfants français à l'étranger dans les lycées français, depuis le gouvernement de François Hollande, payent leur scolarité. Donc Marine Le Pen avait dit à l'époque, en effet, qu'elle souhaitait que la scolarité ne soit pas immédiatement gratuite dans un premier temps pour les enfants de ces étrangers. Et nous avons convenu avec Nicolas Dupont-Aignan dans cet accord que nous maintiendrons en fait la gratuité pour l'ensemble des enfants, quels qu'ils soient, y compris d'ailleurs pour les enfants de clandestins le temps de la procédure d'expulsion, mais que cette scolarisation des enfants clandestins n'empêchera pas à terme le retour au pays avec leurs parents. La prise en compte du vote blanc aussi, c'est une évolution dans cet accord. Oui, absolument. Ça fait partie des évolutions, de la même manière qu'il y a aussi un certain nombre d'ajouts sur la question du handicap, qui je crois est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Monsieur Dupont-Aignan et que Marine Le Pen d'ailleurs a pris avec beaucoup d'enthousiasme, que c'était de très bonnes mesures. Est-ce que si d'autres personnalités politiques étaient amenées à vous rejoindre, vous feriez d'autres concessions, d'autres amendements sur ce programme? Non, mais nous pourrions peaufiner, préciser, éventuellement faire des ajouts s'ils sont bénéfiques. Mais donc Marine Le Pen fait vraiment de la politique, Maréchal Le Pen? Non, pardon, mais parce que quand vous regardez les ajouts et les précisions, ils ne remettent en aucun cas en cause la cohérence de notre projet ou les grandes lignes directrices. Enfin, pardon, mais nous ne sommes pas en train de dire qu'aujourd'hui nous défendons l'Union européenne et que nous voulons plus d'immigration. Là, je vous avouerai que ce serait en effet une énorme trahison qui ne passerait pas. Là, on voit bien on est deux familles politiques, c'est vrai, avec des histoires différentes, avec parfois quelques points de divergence ici et là, mais qui quand même sur l'essentiel ont la même vision de la France. Enfin, je veux dire, franchement, je ne vois vraiment pas. S'il y avait d'ailleurs une trahison, j'aurais été la première à la dénoncer. Là, sincèrement, ce serait une mauvaise foi que de dire cela. Vous parliez de Philippe de Villiers, par exemple, tout à l'heure. Vous nous avez déjà dit sur ce plateau, il est un soutien naturel de Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'a toujours pas exprimé ce soutien? Il avait dit il y a quelques mois de cela, en effet, qu'il considérait que Marine Le Pen avait une carrure présidentielle.
Voilà, après je suis comme vous savez, pour faire un mariage il faut être deux, donc à partir de là nous tendons les mains autant que faire se peut. En revanche, ce qui me rend optimiste, parce que ça a été assez peu relevé, c'est que les lignes bougent énormément au niveau local. Moi, rien que dans ma région, j'ai eu plusieurs maires, plusieurs conseillers départementaux, notamment républicains ou non inscrits, qui ont pris clairement position pour voter en faveur de Marine Le Pen en disant que les républicains étaient devenus complètement fous, qu'il n'était pas question de repartir avec l'héritier de François Hollande aux affaires. Et donc je suis davantage convaincu que les lignes bougeront et la recomposition politique se fera par la base plutôt que par le haut. C'est important d'avoir des noms, des gens de poids politiquement, avec une histoire qui vous rejoignent? C'est important de démontrer que nous ne sommes pas seuls pour gouverner, ça me paraît logique. C'est important de démontrer que nous sommes capables d'intégrer dans notre projet de gouvernement, dans notre future majorité, des gens qui ne viennent pas nécessairement de nos rangs, mais qui partagent avec nous en fait l'amour de la France. Et je crois que c'est ce qu'a réussi à faire Marine Le Pen en s'associant avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors Marine Le Pen, il y a eu un communiqué qui s'adresse directement aux insoumis, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, on va vous le montrer, dans lequel en fait un certain nombre de points précis sont mis en avant. C'est pas un document officiel venant de nos équipes. Non, mais c'est un document qui a beaucoup circulé ces derniers jours. En tout cas, j'ai pas entendu de démenti du côté du Front National sur ce document. Est-ce qu'on peut à la fois aller chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et les électeurs de droite? Est-ce que c'est possible de faire ce grand écart? Face à Emmanuel Macron, qui va mettre en œuvre l'accélération de toutes les politiques qui nous ont menés dans le mur, à la fois sur la question de l'Europe, la question de l'immigration, la question du libre-échange, il est évident que notre devoir, c'est de rassembler tous les Français. Enfin, je veux dire, on va pas commencer à faire de la politique catégorielle en disant il y a des Français qui valent le coup, dont il est nécessaire, auquel il est nécessaire de s'adresser et d'autres pas. Donc à partir de là, on s'adresse à l'ensemble sans se dédire. Moi, je crois, pour être une femme de droite, et je l'ai toujours dit, qu'aujourd'hui 80% des aspirations, je les partage avec l'électorat de base des Républicains, j'en suis convaincue. Le tout maintenant est de les en convaincre eux. Et je pense aussi, parce que c'est factuel, c'est démontré d'ailleurs à travers ces mesures, qu'il y a des choses dans lesquelles les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pourraient se retrouver. C'est vrai de la lutte contre la financiarisation de la société, c'est vrai de la lutte contre le libre-échange total qui détruit notre industrie et nos emplois, c'est vrai sur la remise en cause du fonctionnement actuel de l'Union européenne. Donc je suis convaincue que face à Emmanuel Macron, qui est l'antithèse de toute leur vision de la société, peut-être certains, en effet, se tourneront-ils vers nous. Mais vous savez combien les mots sont importants en politique. Et vous, cette semaine, dans Famille Chrétienne, vous avez dit la vision de la société que nous proposons n'a rien à voir avec celle de Jean-Luc Mélenchon. Ah mais je ne me dédie en aucun cas. Je vous dis, il y a des points de convergence, c'est vrai, sur la sortie de l'OTAN, peut-être sur la diplomatie à l'international, notamment en ce qui concerne la question syrienne, peut-être en effet sur la question de l'Europe. Ça n'est pas pour autant que je me considère comme une mélenchoniste, loin s'en faut, puisque en effet, M. Macron est un homme qui défend l'immigration de masse, il défend le modèle multiculturel, il défend une hyper-fiscalisation, y compris sur les TPE, PME, y compris sur les familles. Ça n'est pas du tout ma vision de la société. Il a une aversion totale pour notre héritage, nos racines chrétiennes, notre patrimoine culturel qu'il souhaite voir totalement disparaître de la sphère publique. C'est sûr que là-dessus, il y a des vrais points de divergence, c'est vrai. Comment vous regardez ce front anti-Front National qui s'est développé en partie? Il y a eu des prises de parole, évidemment, de gens célèbres ces derniers jours. Les dernières en date, il y a Danny Boone sur Facebook qui a signé une tribune. Il y a Zinedine Zidane aussi, oui, qui dit il faut éviter le Front National. J'adore quand les millionnaires donnent des leçons de morale et de vote à la France qui gagne 1 500 € par mois. Quand ils ne sont pas d'ailleurs carrément expatriés, parce que c'est le cas aussi d'un certain nombre d'entre eux. Je pense qu'au contraire, ces prises de position vont accentuer le dégoût des Français pour cette espèce de caste-là, de people, de hauts fonctionnaires, de grands groupes qui se croient permis de pouvoir en permanence défendre leurs intérêts, leurs frontières sociales, leurs frontières de quartier, leurs frontières scolaires dans les écoles privées, tout en laissant la majorité de la France se débrouiller dans cette espèce de monde sans aucune limite. Donc je ne m'en inquiète absolument pas. Vous allez faire quoi, vous, si Marine Le Pen est élue ? Écoutez, je n'ai pas d'ambition particulière. Je serai là où on aura besoin de moi. Est-ce que ce sera dans le groupe ou ailleurs? Ce sera à Marine de voir en fonction des personnes qu'elle aura accueillies. Elle a déjà en partie répondu à ça et ça a été une petite polémique ces dernières semaines d'ailleurs vous concernant toutes les deux puisqu'elle a dit que vous étiez trop jeune et qu'elle ne vous appellerait pas au gouvernement. Est-ce que vous considérez que cette position elle doit évoluer? Vous avez envie de participer à un gouvernement? Non, je n'ai jamais émis l'envie d'être au gouvernement. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, je m'en suis pas cachée, donc j'ai pas été traumatisée outre mesure d'être écartée de ce gouvernement. Je crois que Marine Le Pen, elle
l'a dit d'ailleurs, voulait se prémunir de l'accusation de népotisme, puisque c'est vrai qu'à l'inverse d'un député qui lui est élu et qui est fort de sa souveraineté populaire, eh bien, un ministre est nommé. Voilà, donc on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. Donald Trump l'a fait très largement aux États-Unis, en nommant je ne cautionne pas son l'intégralité de ce que fait Donald Trump, mais si par ailleurs on peut lui accorder certains mérites. Mais bon, voilà, je comprends parfaitement qu'elle ait voulu se prémunir de ça. Ce serait une polémique inutile. Juste avant d'accueillir Jenny Calimi, qui va vous poser des questions pour Le Parisien, un dernier mot. Dans cet accord de gouvernement entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, il y a l'idée de vouloir défendre la liberté de travail des journalistes. Sauf que Aymeric Merlot, alors c'est un conseiller régional Front National des Pays de la Loire, dit, lui, vouloir la création d'un ordre des journalistes pour sanctionner les mauvaises pratiques. Oui, c'est parfaitement absurde et c'est absolument pas dans le projet de Marine Le Pen. Donc je sais pas, c'est une initiative personnelle un peu particulière, ce qui n'empêche pas par ailleurs que l'on puisse en effet s'interroger parfois, il faut bien le dire, sur la neutralité de certains journalistes ou de certains médias. C'est certain sur les méthodes aussi, les caméras cachées pendant des mois qui sont concentrées parfois sur certains partis et pas sur d'autres. Mais enfin de là à partir sur un ordre de contrôle, non, évidemment, c'est pas dans le projet. Mais est-ce que les relations que le Front National entretient avec les journalistes, c'est dans les deux sens? Il y a aussi des journalistes qui n'ont pas le droit, par exemple, d'intervenir ou de venir travailler sur c'est-à-dire que, par exemple, quand Mediapart explique qu'il recevra, c'était le cas en 2012 notamment, mais ils le font encore en 2017, qu'ils recevront l'intégralité des candidats à la présidentielle, sauf Marine Le Pen, et qu'ensuite ils se permettent de venir se présenter dans nos réunions privées en exigeant, au prétexte de la démocratie et de la liberté d'opinion, de vouloir s'imposer, non, on considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de traitement équitable, il n'y a pas de raison qu'ils soient traités comme les journalistes qui, eux, font vraiment leur travail. Voici Jenny Calimi pour les questions du Parisien. Rebonjour Jeanne. Rebonjour Jean-Baptiste, bonjour Marion Maréchal Le Pen. Deux petites questions vous concernant pour commencer. Il y a quelques semaines, vous nous aviez dit sur ce plateau même que vous alliez vous présenter aux législatives. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui dans quelle circonscription? Est-ce que c'est la même que celle d'aujourd'hui? Oui, absolument. C'est la 3e circonscription de Vaucluse. D'accord. Je n'ai pas abandonné l'idée d'arrêter la politique. Je souhaite simplement le faire au moment le plus opportun pour ne nuire ni à mon mouvement ni à notre cause nationale. D'accord. Voilà. Très bien, c'est précis. Que Marine Le Pen soit élue ou pas à la présidence de la République, il y a une forte probabilité pour que le Front National enregistre beaucoup plus de députés, que ce soit le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine. Aujourd'hui, je rappelle qu'il y en a deux. Il y a vous-même comme député et puis Monsieur Gilbert Collard. Donc dans cette hypothèse, est-ce que vous souhaiteriez, est-ce que vous verriez prendre la tête, la présidence du groupe parlementaire Front National, voire d'un bloc plus large si d'autres députés, d'autres partis, comme celui de Monsieur Dupont-Aignan, vous parliez tout à l'heure de maire LR, mais il pourriez aussi avoir peut-être des députés LR, vous rejoignez, est-ce que vous pourriez prendre la tête de ce groupe? Alors écoutez, sincèrement, au Front National, on ne met pas la charrue avant les bœufs, et comme vous le savez, les résultats aux législatives sont totalement tributaires de l'élan présidentiel. Il y a quand même un Premier ministre qui est pratiquement nommé. Et d'ailleurs, on est heureux, mais il sera en effet, il a été annoncé comme tel. On aimerait d'ailleurs en parallèle savoir quelle sera l'équipe gouvernementale de M. Macron, son Premier ministre et même sa majorité, parce que nous n'avons aucune information. Oui, mais lui, il estime que ce serait justement mettre la charrue avant les bœufs que d'annoncer le gouvernement maintenant. C'est quand même intéressant quand on élit un président de la République de savoir quand même au moins à peu près avec qui il va gouverner. Je pense qu'en réalité, il garde le secret pour la simple et bonne raison qu'il révélerait ainsi qu'en fait son mouvement est une espèce de parti socialiste mutant qui en grande partie recyclerait les barons locaux du Parti socialiste, voire même de l'extrême gauche. Voilà. Et donc ça casserait un peu le mythe de l'Union nationale. On verra ça, mais j'en suis tout à fait convaincue et beaucoup de Français le sont aussi. Si Marine Le Pen n'est pas élue, évidemment ce que je ne souhaite pas, je pense qu'elle prendra naturellement la tête de ce groupe. Si elle est élue et qu'elle souhaite que je sois la tête de ce groupe, je serai à sa disposition. Mais j'ai pas d'ambition particulière. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite casser l'argument qui voudrait que Marine est dans l'incapacité d'obtenir une majorité, parce qu'il faut que les Français le sachent. Les seules fois où il y a eu un cas de cohabitation, c'est quand il y avait encore le septennat, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas de concomitance entre l'élection législative et l'élection présidentielle, et lorsqu'il y a eu la dissolution de Jacques Chirac. Donc, de manière générale, les Français ont toujours été cohérents. Quand ils ont élu un président de la République, dans la foulée, ils ont toujours donné une majorité. Il n'y a pas de raison que Marine Le Pen fasse exception à ce phénomène. Très bien. La conjoncture a changé. Vous savez, on n'est plus dans un système bipartisan. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vrai. Bien, l'échiquier est plus éclaté. Tout le fait d'élargir et de faire des alliances. Probable. C'est vrai.
On sait que vous avez bataillé haut et fort contre la loi Taubira sur le mariage et l'adoption pour tous, notamment pour les homosexuels, bien sûr. Est-ce que vous feriez de l'abrogation de la loi Taubira une des priorités dans les mois qui viennent de la prochaine législature ou mandature ? Ce ne sera pas une priorité, mais c'est dans les engagements de Marine Le Pen et c'est une promesse qui sera tenue et je m'en porterai garante d'ailleurs. Et là-dessus, il n'y a pas eu de débat pour l'intégrer au sein de notre projet. Donc cette loi sera abrogée. Nous nous opposerons de la même manière à l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes parce que nous souhaitons qu'elle reste réservée aux couples stériles. Ce que souhaite Emmanuel Macron. Mais, non, pas du tout. Lui, il souhaite l'élargir. Oui, tout à fait. Oui, vous opposeriez à cet élargissement. De la même manière que nous allons nous opposer à la légalisation des mères porteuses et nous allons nous opposer aussi, c'est pas le cas d'Emmanuel Macron, au contournement de cette loi puisque M. Macron, lui, souhaite reconnaître les enfants issus de mères porteuses en France, c'est-à-dire qu'en fait... Nés à l'étranger. Voilà, nés à l'étranger. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme a aussi retoqué la position française qui était la vôtre aujourd'hui. D'où la question d'ailleurs européenne qui se repose à chaque fois de la souveraineté, mais enfin c'est quand même la démonstration que M. Macron est très hypocrite parce que il invite au contournement de cette loi et il invite ainsi à la marchandisation de la femme qui, moi, est une vision de l'homme qui me révulse. Lui, il dit qu'il donne une identité, en tout cas, aux enfants nés dans ces conditions-là et qui ne sont pas en termes juridiques. On parle quand même là d'achat et de vente d'enfants. Je trouve que c'est une triste vision de la société. Je voudrais changer un tout petit peu de sujet, mais à peine. Votre grand-père Jean-Marie Le Pen s'est dit choqué par l'hommage national rendu à Xavier Juglet, ce policier qui a été assassiné par un terroriste sur les Champs-Élysées. Et Jean-Marie Le Pen disait que cette célébration célébrait beaucoup plus l'homosexuel que le policier. Que pensez-vous de ces déclarations, Marion Maréchal Le Pen ? Je ne suis pas du tout d'accord et je trouve que c'est assez lamentable au regard de ce drame qui touche cette profession qui est souvent touchée. Moi, j'ai été d'ailleurs très touchée par ce discours. J'ai trouvé objectivement très, très digne. Et je veux dire, nous serons toujours du côté des policiers, en particulier lorsqu'ils sont victimes des islamistes. Donc, ça n'est pas notre position, loin de là. C'est pas la vôtre. Jean-Marie Le Pen, je le rappelle, mais dont vous disiez je cite, qu'il serait idiot de dire que vous n'étiez pas l'héritière idéologique. Moi, je suis cohérente avec moi-même et j'essaye d'être de bonne foi. C'est-à-dire que j'ai des points de divergence avec Jean-Marie Le Pen. Je ne me suis jamais cachée. Marine Le Pen ne s'en est jamais cachée, tout le monde connaît. Et je constate factuellement que le seul ou l'un des rares hommes politiques qui a porté à bout de bras pendant 40 ans la question de la souveraineté, la contestation de cette construction de l'Union européenne, dès le traité de Rome d'ailleurs, qui a contesté cette espèce de libre-échange total qui fait que la France est totalement désarmée dans la mondialisation. Cet homme qui a alerté sur les risques d'immigration, les risques économiques et sociaux, c'est Jean-Marie Le Pen. Voilà, je lui reconnais ça, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas pour autant aujourd'hui, surtout aujourd'hui, que j'ai pas de très nombreuses divergences avec lui. Alors justement, il y a des facettes de Jean-Marie Le Pen, mais pas seulement sur lesquelles je voudrais vous poser des questions. Jean-Marie Le Pen, vous savez, il n'est pas au cœur de la campagne présidentielle. Alors Jean-François Jalc n'y était pas, enfin il a été président intérimaire pendant quelques jours du parti du Front National. Il a été contraint de démissionner parce que des propos considérés comme révisionnistes. Il n'a pas été contraint. Il a été très affecté par cette déclaration. Il porte plainte, d'ailleurs. Vous le dire. Il conteste fermement ce qui lui est attribué dans ce livre. Négationniste et révisionniste sur l'utilisation du Zyklon 17 ans. Je vous dis, il porte plainte. Et puis également sur les camps d'extermination. Tous ceux qui connaissent Jean-François Jalc, d'ailleurs, à mon avis, peuvent attester du fait que personne ne le voit tenir de tels propos. Donc, comme il a été très affecté, il ne souhaitait pas faire enfler la polémique et donc il a souhaité laisser la présidence à un autre vice-président qui est Steve Riouat. En tout cas, ce genre de propos sur l'homosexualité, sur les camps de concentration, qu'ils soient avérés ou pas, ça fait partie quand même d'une sorte de... Est-ce que je voudrais quand même vous poser cette... S'il suffit de nous porter des accusations sur nous, sans aucune preuve, pour dire oui, quand même, il y a autour de vous des choses bizarres, c'est un peu compliqué quand même. C'est pas tellement autour de vous, c'est au sein quand même de votre galaxie. Des accusations qui sont fausses aussi, madame, et qui sont utilisées, surinterprétées. Vous pensez que ça n'a plus rien à voir, ce ne sont pas les derniers feux d'un parti, le Front National, qui a été ce qu'il a été Non, vous ne pensez pas que je crois que Marine Le Pen a été très claire sur ces sujets à de nombreuses reprises. Je pense que tous les millions de Français qui votent pour nous, mais pas une seconde ne pensent à cela, pas une seconde se réveille le matin en pensant à cela, et que en fait, je pense que cette volonté systématique de mettre en avant des polémiques artificielles est une façon
de faire de la morale. Voilà, je crois que nos adversaires politiques n'arrivent plus à nous attaquer sur le fond parce qu'ils sont complètement dépassés en fait par leur bilan désastreux. Et donc à partir de là, ils essayent de faire de la morale, ils essayent de faire, d'ailleurs je trouve ça particulièrement indécent, je vous le dis tel que je le pense, de la récupération des morts et alors de ces déportations, les commémorations, du chantage à la Seconde Guerre mondiale. Non, mais les commémorations aujourd'hui sur le martyr des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Marine Le Pen l'a fait comme ça à Marseille. Oui, mais Marine le fait comme elle le fait tous les ans. Nos élus locaux le font comme tous les autres élus en local, donc il n'y a pas de difficulté. Mais rendre hommage à nos morts, à nos souffrances passées, c'est un devoir civique. Utiliser de façon indécente, politiquement cela, pour essayer de faire passer des messages moraux ou historiques assez malvenus, je trouve ça indécent. Voilà, je vous dis tel que je pense. Il y a tout de même, pour des choses objectivement, Maréchal Le Pen. Ce matin, Marine Le Pen a dit il ne faut pas prospérer sur ces questions-là, il ne faut pas les utiliser politiquement. Elle est donc allée sans caméra déposer cette gerbe. Or, elle a été prise en photo par son équipe de campagne qui a mis sa photo en ligne. Donc, je veux dire, elle n'a pas voulu faire de déclaration, mais elle n'a pas voulu qu'on lui puisse le reprocher qu'elle n'avait pas fait cette journée nationale de la déportation. Donc en fait, les photos mises en ligne, c'était une justification. Tout simplement, si, bien sûr que c'était prévu. Et d'ailleurs, tous nos élus locaux le font. Mais en revanche, ce qui concerne Oradour-sur-Glane, ou de la même manière, nous sommes très clairs sur le sujet. Nous sommes, je pense, autant affectés M. Macron. C'est un événement qui a lieu, si je ne m'abuse, en juin 1944. On voit bien là, donc, l'opportunisme politique de M. Macron, qui essaye de revenir systématiquement sur ces sujets. Mais je pense qu'ils vont le payer cher parce que ils sont en train là de nier en fait les grandes aspirations du peuple français. Ils sont dans des vieux réflexes politiques, ça c'est amusant pour lui qui est censé être le chantre de la modernité politique, qui à mon avis exaspère profondément, nous empêche d'avancer et je pense qu'ils vont le payer cher électoralement. Merci beaucoup Jeannie Calimi. Dans un instant, vous allez répondre aux questions d'Edwige Chevrillon pour BFM Business. À tout de suite. Les questions d'écho à Marion Maréchal Le Pen par Edwige Chevrillon. C'est à vous. Merci Jean-Baptiste. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Beaucoup de questions, bon, évidemment sur l'euro, vous en avez déjà parlé avec Jean-Baptiste, mais il y a toujours beaucoup de questions sur les modalités, sur cette sortie de l'euro. Mais si vous arrivez à négocier avec l'Union européenne, notamment avec les Allemands, avec Angela Merkel, puisque c'est quand même la ligne de force du programme de Marine Le Pen. Pardon, j'avais Marion Maréchal Le Pen. Lapsus. La question que je voudrais vous poser, c'était de savoir, est-ce que c'est nécessaire vraiment de sortir de l'euro, en fait? Si vous arrivez à négocier d'autres traités avec l'Union européenne, est-ce que c'est si nécessaire que ça, alors qu'on sait que ça a des conséquences quand même très importantes sur le pouvoir d'achat des Français? La question de la monnaie est un sujet fondamental et fera partie de l'état des négociations. Je pense d'ailleurs que nous pouvons parvenir à ces négociations parce que la France a une force de frappe phénoménale. Vous savez, c'est le premier contributeur net à l'Europe. Tous les ans, nous versons au pot commun sans rien récupérer 9 milliards d'euros. Et par ailleurs, Marine Le Pen est en mesure de mettre en place un bras de fer parce qu'elle ira voir les chefs d'État en disant si vous ne nous permettez pas de défendre les intérêts français, à l'issue, ce seront les Français qui vont décider par référendum et vous vous exposez à un nouveau Brexit. Mais donc on peut négocier puisque vous dites que vous avez un rapport de force qui va dans votre sens. Il faut en effet négocier cette question de la monnaie. Il faut la négocier dans un cadre concerté qui est celui d'une alliance notamment avec les pays du Sud, parce qu'il faut le savoir qu'aujourd'hui, il y a deux fractures au sein de l'Union européenne. Il y a la fracture économique avec les pays du Sud qui sont les grands perdants. L'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Voilà. Et il y a une fracture identitaire avec les pays de l'Est qui sont particulièrement virulents et en contradiction aujourd'hui avec la politique migratoire de Mme Merkel. Et donc Marine Le Pen peut prendre le leadership en fait de ces contestations pour faire une autre Europe. Mais si vous négociez comme vous l'entendez, avec les partenaires européens et notamment l'Allemagne, pour ne pas la citer. Est-ce qu'il est possible, si le rapport de force va dans votre sens, que vous abandonniez la sortie de l'euro? Parce qu'on voit bien, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ça. Et qu'en plus, les Français sont attachés à l'euro. L'idée, voilà, c'est là où nous allons dire aux Français que rien ne se fera sans eux, déjà d'une part, et d'autre part que nous allons avoir pour objectif de mettre en place une monnaie commune. Ça veut dire que nous garderons l'euro pour les échanges internationaux, un peu sur le modèle de l'écu tel que ça a pu exister, et nous aurons une monnaie nationale. Pourquoi ? Parce que la question de la monnaie, même si elle n'est pas exclusive, parce que toutes ces négociations, en parallèle, nous mèneront des réformes, on en parlera peut-être, des réformes économiques en national. Aujourd'hui, cette monnaie reste une monnaie trop forte pour notre économie, de 6%, surévaluée de 6% par le FMI, que c'est un boulet dans le cadre de notre pour les épargnants français sera quand même très important, parce que la dévaluation de cette monnaie, de ce nouveau franc, elle sera quoi, tout le monde s'accorde à dire, entre 10 et 20%. 6% selon le FMI. Ce que je peux vous dire
dire en tout cas, c'est que les impacts qui sont souvent avant, c'est le FMI, moi je m'en tiens à ce que dit le FMI, mais enfin, après, si vous voulez, la question du pouvoir d'achat, à mon avis, est beaucoup plus complexe que cela. On parle souvent aussi des taux d'intérêt, parce que vous le savez aussi, les taux d'intérêt ne dépendent pas exclusivement de la monnaie. Preuve en est, mais au sein de la zone euro, les pays, en fonction de leur état financier, n'ont pas les mêmes taux d'intérêt, que ce soit l'Italie, l'Allemagne ou la France. Et de manière générale, l'endettement public. Voilà, mais depuis 15 ans, les taux d'intérêt au niveau mondial, de toute façon, baissent. Donc, vouloir brandir absolument cette question de l'explosion, par exemple, des taux d'intérêt, c'est mais pas j'y tout étais à pas fait ma exact. question, du reste, c'est les conséquences sur le pouvoir d'achat. Sur les importations, vous avez raison de dire qu'il pourra y avoir un léger surenrichissement de certaines importations, mais que la plupart J'ai des questions là-dessus, sur la taxe sur l'importation. Juste vous, au référendum, Marion Maréchal Le Pen, vous votez oui ou vous votez non? Ça dépend de ce que Marine Le Pen a obtenu dans le cadre de ces négociations. D'accord, donc vous ne votez pas oui forcément à la sortie de l'euro. Si Marine Le Pen a réussi à faire en sorte que l'on puisse faire du patriotisme économique, faire du protectionnisme, on en parlera, la taxe à l'importation, retrouver nos frontières nationales et à terme construire cette monnaie commune, écoutez, moi, ça ne m'empêche pas de garder ce cadre-là. Donc vous dites non à ce moment-là, non à la sortie de l'euro. Mais c'est ce que... Si, parce que dans le cadre de ces négociations, il y aura la question de la monnaie. Donc de toute façon, elle sera incluse dedans. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cela déjà prendra plusieurs mois. D'autre part, qu'il y aura un vrai débat de fond. Et moi, je suis convaincue qu'à l'issue de ce débat, en fonction des lignes qui auront bougé, il y a beaucoup de Français qui seront heureux de voir enfin cette refonte de l'Europe qu'ils attendent depuis longtemps et qui était tant promise. Si on parle de cette question, effectivement, parce que la grande question au cœur de votre programme, c'est le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup d'interrogations de la part d'économistes, d'instituts qui disent mais c'est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que les réformes voulues par Marine Le Pen et les réformes sont, là en l'occurrence, les réformes les plus coûteuses. Donc ça aura forcément un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, et notamment des ménages les plus modestes. La taxe sur l'importation. Je vais vous répondre. Alors déjà, sur le pouvoir d'achat, sachez qu'on a beaucoup de mesures, sans pouvoir toutes les décliner, mais la défiscalisation des heures supplémentaires, la baisse des cotisations sociales salariales, entre autres choses. Donc il y a des choses qui sont faites. Par exemple, l'engagement de baisser éventuellement les taxes sur le pétrole, si tant est qu'il y ait éventuellement un léger surenrichissement du fait du retour à la monnaie nationale. Mais donc il y a beaucoup de choses qui sont faites de ce point de vue-là. Il faut les financer, vous êtes d'accord ? Mais bien sûr, mais nous avons chiffré tout ça. Vous savez, on ne part pas à l'aventure comme ça avec la perspective de gagner de façon totalement irresponsable. Sur la taxe à l'importation, que je sois précise, ça n'est pas une taxe systématique. C'est une taxe modulable en fonction des produits et des besoins et qui pourrait s'appliquer. Sur quel type d'importation ? Importation hors Union européenne ou alors sur l'ensemble des importations françaises ? Ça va dépendre des secteurs qui nous apparaissent stratégiques et nécessaires à défendre en France. Exemple ? Ça peut être sur la question agricole, par exemple. Ça peut être sur la question industrielle, sur ce qui peut toucher à notre indépendance, par exemple. Et ça peut s'appliquer dans le cas, pour vous donner un exemple très précis de Whirlpool, où nous avons là d'ailleurs une entreprise qui est bénéficiaire, qui décide, alors même qu'elle a touché 40 millions d'euros quand même du CICE, d'installer son usine en Pologne pour ensuite réimporter les produits en France. Et bien là, Marine Le Pen dit à ces entreprises, demain, si vous faites cela et que vous sacrifiez l'emploi français, vous subirez une taxe à la réimportation qui fait que votre délocalisation ne sera pas plus avantageuse que si vous étiez resté en France. Donc cette taxe sur l'importation, en fait, elle ne sera pas sur l'ensemble des importations. Non. Elle sera modulable sur les intérêts stratégiques. Elle représentera à peu près combien, justement, de l'importation ? Alors, d'après les calculs qu'on a fait, en tout cas, ce sera peut-être entre 0,5 et 3%, peut-être un peu plus en fonction de la question agricole, parce que là, c'est vraiment un sujet majeur, mais là, ce sera vraiment au cas par cas en fonction de l'état de l'économie. Je ne peux pas anticiper ça au millimètre près dès maintenant. Merci beaucoup, Edwige. Marion Maréchal Le Pen, voici Jean-Baptiste Durand, qui se fait le porte-voix des auditeurs RMC. Je vous en prie. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. On en a parlé beaucoup, l'Europe. Une question, c'est intéressant, de Fabrice. Il est entrepreneur dans la Nièvre et ce qui est intéressant, c'est qu'il a voté François Asselineau. C'est donc un potentiel électeur de Marine Le Pen au deuxième tour. On l'écoute. Marion Maréchal Le Pen, bonjour. Nous savons tous que cette élection a valeur de référendum quant à notre appartenance à l'Union européenne. Dans ces conditions, pourquoi ne pas être plus tranché sur notre avenir au sein de l'Union européenne et organiser en cas de victoire de Marine Le Pen un véritable Frexit dès son arrivée à l'Elysée? Pourquoi tergiverser finalement? Non, il n'y a pas de tergiversation, parce que c'est un sujet majeur pour les Français qui va impacter leur vie quotidienne sur la question économique, sur la question budgétaire, sur la question migratoire, et qu'à partir de là, je pense qu'il faut dépasser les clivages. Nous avons besoin d'un débat national et nous avons besoin d'associer tous les Français, quel qu'ait pu être leur vote, à cette élection présidentielle. Et comme il y a des inquiétudes, notamment sur la question de la monnaie, Marine Le Pen n'a pas voulu faire cela sans eux et contre eux, d'où le fait qu'elle se soit engagée à faire un référendum sur
sur le sujet, parce que nous avons besoin d'un débat. Voilà, et que ce débat n'a pas eu lieu sereinement à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen s'engage à mettre en place un bras de fer avec l'Union européenne pour récupérer un certain nombre de souverainetés, et qu'il est hors de question d'être dans le statu quo, de raisonner à périmètre constant comme le fait M. Macron, en se satisfaisant du fonctionnement actuel de l'Union européenne, qui tue notre industrie, qui tue notre économie, et qui nous expose en fait à tous les vents du terrorisme, de la délinquance, des trafics et des migrations. Sur la question de l'euro, on a ce qui ressemble à un assouplissement de Marine Le Pen ces derniers temps. Vous en avez parlé tout à l'heure. Hier, l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, ça marque une vraie ouverture du FN, pour laquelle, là aussi, vous militez depuis longtemps au sein du parti. C'est quoi cet entre-deux-tours? C'est un peu la consécration de ce qu'on appelle la ligne Marion Maréchal Le Pen? Non, je ne crois pas, parce que ça fait longtemps que Marine Le Pen tend la main quand même à Nicolas Dupont-Aignan, et ça fait d'ailleurs longtemps que Nicolas Dupont-Aignan explique qu'il a, c'est vrai, des points de convergence avec nous. Je rappelle quand même en 2012, il avait expliqué que Marine Le Pen pourrait être son Premier ministre, qui était quand même un signal très important. C'est vrai que parmi les choses que nous avons eues en commun, nous avons rappelé, ça a été important, le fait que la question monétaire n'excluait pas, évidemment, dès notre arrivée aux affaires, d'engager des grandes réformes économiques sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur la baisse des charges sociales, sur la simplification administrative. Et je pense que c'était important de le dire aux Français, en particulier aux chefs d'entreprise. Vous êtes satisfaite sur ces deux questions-là, de voir que certains qui freinaient beaucoup un changement, une modification, finalement, ce soit aujourd'hui la ligne de Marine Le Pen? Je suis satisfaite parce que je pense que cette alliance aura un impact bien au-delà de l'électorat de Nicolas Dupont-Aignan. Et je pense qu'elle est la démonstration, pour beaucoup de Français, en particulier peut-être les électeurs déçus des Républicains, qu'ils ont leur place au sein de notre grand rassemblement des patriotes, qu'ils ont aussi droit de citer, qu'ils ont le droit d'apporter aussi leur point de vue, et que dans le cas d'une grande majorité parlementaire demain, leurs élus pourront aussi être les bienvenus et travailler avec nous. Et donc je crois vraiment que c'est un tournant historique pour la France et décisif pour la campagne. Ça veut dire, pardon, d'un mot, c'est qu'il y a des accords de circonscription, Maréchal Le Pen. Ça semble naturel à vous écouter. Nous l'espérons. Et donc moi, vous avez dit à Nicolas Dupont-Aignan, dans un certain nombre de circonscriptions, il n'y aura pas de candidat FN face à Debout la France? Non, mais il y aura de toute façon évidemment des alliances avec Nicolas Dupont-Aignan, mais je souhaite que nous allions encore plus loin. C'est-à-dire que nous puissions identifier, peut-être même chez des élus républicains par exemple, des gens qui ont eu le courage de ne pas prendre position, pas forcément des grands élus nationaux, il y a aussi des petits élus locaux qui pourraient être candidats, et avec lesquels nous disons, voilà, vous n'êtes pas du même mouvement que nous, mais vous partagez l'essentiel de notre vision de la France, vous êtes des patriotes, donc rejoignez-nous et constituez une majorité avec nous. Autre question. Une question justement sur les législatives, une question de Julien, 29 ans, croupier pas très loin de chez vous dans les Alpes-Maritimes, on l'écoute. Bonjour Madame Maréchal Le Pen, ma question est la suivante. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen ne serait pas élue présidente de la République et où vous seriez réélu député de la Nation, est-ce que vous envisagez de devenir une actrice majeure de la recomposition de la droite afin de créer une véritable droite forte ? Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais avec qui, Maréchal Le Pen? Vous parlez de députés qui n'ont pas pris position, mais pour l'instant, dans l'entre-deux tours, des noms cités régulièrement par le FN, comme Henri Guénaud, comme Jacques Millard, ont dit clairement non à appeler à voter pour Marine Le Pen. Les choses ont quand même beaucoup bougé par rapport à ce qu'on a pu vivre, ne serait-ce qu'en 2012, ou même il y a encore 15 ans de cela. C'est-à-dire que maintenant, il y a des élus qui disent non, je n'irai pas voter pour la gauche. Oui, voilà. Mais qui disent pas encore, j'irai voter Marine Le Pen, mais qui vous envisagez à vos côtés? Qui ont des préventions, mais ce que je constate aussi en local, et on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des élus locaux, des conseillers, même dans ma région, conseillers départementaux, maires, qui ont clairement pris position en disant j'irai voter Marine Le Pen. Voilà. Et donc, encore les députés. Je crois il y a encore un... Oui, mais si c'est nécessaire, on fera sans les députés, on fera avec d'autres élus, une nouvelle génération politique si besoin. Mais c'est vrai que je crois que nous sommes en train d'amorcer une grande recomposition de la vie politique française. Ça ressemble pas un peu à En Marche, Ça ressemble pas un peu à En Marche? Je sais pas, des gens qui ne sont pas du Sérail, qui ne sont pas des politiques, ce que vous décrivez. Oui, enfin pardon, mais moi j'ai vu autour de M. Macron, je crois il a annoncé sur sa 77 14 candidats issus de la société civile. Sinon, l'intégralité des gens qui l'entourent, c'est le recyclage de la vieille politique. Donc j'attends de voir. Merci beaucoup Jean-Baptiste Durand. Merci Maréchal Le Pen d'avoir été avec nous ce dimanche sur BFM TV. Reste avec nous dans un instant, toute l'actu. Céline Pitlet, Igor Saïri.